Swear. Formidable podcastation, le plus compliqué, mesdames et messieurs, à enregistrer. Ça y est, commence donc tout juste avec le retour de Polydomso, la légende Polydomso, qui va donc, on va analyser ensemble, faire petite preview de l'UFC 238 qui arrive ce week-end. L'UFC 238 qui est hyper dense, hyper solide. Il n'y a pas vraiment de grands noms, gros money fight, mais ça fait quand même plaisir parce que c'est une made card très chargée, des prélims aussi assez agréables. On va commencer tout de suite avec le Marlon Moraes contre Henry Cejudo pour le titre bantamweight, donc laissé vacant, mon cher Polydomso, puisque TJ Dillashaw a été suspendu, pris par la patrouille pour EPO. Donc un combat qui s'annonce très intéressant. Ouais, c'est un super combat. J'adore Moraes, j'adore Cejudo. Je suis c'est dur, hein. En joie. Ouais, non, c'est clair. C'est dur parce que, comme tu le disais, en fait, c'est assez injuste parce qu'on devrait tous être ultra hypés par ce combat en vrai. Parce que Moraes, c'est le contender légitime de la catégorie. Et Cejudo, il vient à la conquête, quoi, et il a le couteau entre les dents, comme disent les vieux de par chez moi, tu vois, genre, et il m'a rien lâché. En fait, c'est vrai que il y a eu un petit marasme au niveau du titre, et donc du coup, c'est un titre vacant. Mais moi, je trouve que ça n'enlève rien en fait à cet événement, à cette rencontre. Parce que quoi qu'il arrive, les deux devaient affronter TJ Dillashaw. Henry Cejudo devait avoir droit à la revanche en bantam et Marlon Moraes était le prochain pour celui qui allait remporter ce combat-là entre Dillashaw et donc Cejudo. C'est ça, et les deux sont en pleine bourre, quoi. Ils ont une dynamique de malade. Cejudo, je pense un petit peu plus que Moraes, et je suis fan number one de Moraes, il n'y a pas de problème. Mais, ça se sait. Et ça se sait, et ça se vérifie. Les vidéos sont là, hein, ça se vérifie. Et en fait, je me suis perdu dans ma vanne du coup. Non, mais Cejudo, il a quand même vaincu, ou en tout cas, parce que c'est sujet à controverse, fait une superbe performance contre Demetrius Johnson, et il a battu TJ Dillashaw, qui était lui, pareil, le grand méchant loup de la catégorie des bantams. Donc il a une super streak là en ce moment. Et Moraes, même si les gens qu'il a rencontrés ont un palmarès un peu moins impressionnant que Demetrius Johnson, s'il te plaît. Oui, complètement, oui. Tu peux pas faire mieux de toute façon. On aurait dû se taper John Jones. Oui, non, c'est clair. Et Daniel Cormier dans la foulée, tu vois. Mais quand même, en fait, pourquoi il est en pleine bourse, c'est parce qu'il est sur une série de 3 finishes. Oui. Je sais plus, absolument. Il est furieux à chaque fois. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que Rivera, le head kick, tu le vois pas passer, tu vois. Rivera qui était sur quoi, 20 ou 21 victoires consécutives. C'est ça, 20 victoires consécutives. Et il l'a éteint, quoi, d'un coup, tu vois. Aljamain Sterling qui est très, très, très talentueux. Qui a signé en dab comme ça. En fait, à peu près sur la même technique que contre Rivera. C'est juste que c'est le genou, là. Mais en fait, il est rentré, en fait, alors que Rivera était resté à distance. Et contre Assunção, il a vengé sa seule défaite à l'UFC contre un mec qui est décision. En plus, Assunção, c'est un mec qui est compliqué à combattre. C'est le mec, victoire ou défaite, il va te faire... tu vas pas avoir l'air impressionnant contre lui. Que tu gagnes ou que tu perds, d'habitude. C'est-à-dire, même TJ Dillashaw, quand il a battu Assunção, c'était par décision et c'était un peu tiédasse, tu vois, c'était pas ouf. C'est le savoir-faire d'Assunção. Il a tendance à rendre les choses un peu sales, à accrocher un peu le truc et tout. Et là, là, c'était net, propre et sans bavure de la part de Moraes. Surtout que c'est un Assunção, moi, ce que j'aime beaucoup avec Moraes, c'est que, on l'a toujours dit, c'est pas le mec le plus charismatique au monde, mais justement, il a pris ça un peu à bras-le-corps et il a enchaîné tous les contenders. Assunção, on le dit quasiment à chaque fois, c'est le mec le plus chiant à combattre et le gars qui ne t'apporte rien parce que c'est pas un nom. Et lui, il a été, alors qu'il était dans une position avec... On va dire, en ayant battu déjà et fini même 2 mecs en pleine bourre, il aurait pu attendre tranquillement title shot. Mais non, il s'est rendu finalement pour l'UFC, se dire c'est indécrottable, on est obligé de mettre Moraes en title shot avec cette victoire contre Assunção. Donc je dis vraiment chapeau à... Non, c'est clair. Ouais, pareil, il a vraiment fait ce qu'il fallait pour s'assurer sa place. Et donc maintenant alors et là, en fait, c'est le moment où normalement on tire à pile ou face.
si on est assez honnête avec Complètement. nous-mêmes, parce que c'est très très difficile, c'est très tendu. Je pense. Sur les caractéristiques physiques, Oui. Moraes est un peu plus grand et je pense quand même un peu mieux installé dans la catégorie, même si de son côté, Cerudo, c'est un gros flyweight. Il a fait son premier combat à l'UFC en bantam et il a déjà raté la pesée en flyweight, je sais pas, une fois, je crois. Donc c'est un mec qui, Et puis il y a toujours des doutes quasiment à chacun de ses combats. Quand on sait qu'il a fait le poids, on est presque aux première victoire. Tu vois. Ah ouais, non, c'est clair. Non, et en plus de ça, c'est un mec qui a une carrière de lutteur. Donc quand il cut du poids, il cut je sais pas combien de kilos, quoi. C'est aberrant, quoi. C'est pas comme le combattant de MMA moyen, c'est encore plus, quoi. Donc je pense qu'il n'y aura pas un énorme différentiel physique. Je pense que Moraes sera plus puissant parce que je pense qu'il est plus installé durablement dans la catégorie. Mais de son côté, je pense que là, c'est au doigt mouillé. Hein, j'ai aucune preuve ni rien. C'est juste de l'appréciation subjective. Mais je pense que de son côté, Cerudo sera un poil plus rapide. Même si Moraes, il est, Oui, bah oui. c'est flash, quoi. Enfin, vraiment, c'est très très rapide. Mais donc voilà, pour ce qui est des caractéristiques physiques. Après, sur le style, moi, Mais oui, monsieur Polydomso, c'est la question que tout le monde vous pose. C'est Henri Cerudo va-t-il pouvoir dicter le combat comme il le souhaite avec sa lutte? Monsieur Polydomso, à vous de nous répondre. Bah voilà, en fait, le gros avantage qu'a Cerudo, c'est sa lutte. Bon, bah, il a une médaille d'or olympique au cas où vous ne le sauriez pas. Et non, Ça va se savoir. ça, c'est pas. Et donc, il est excellent en lutte. Alors, c'est là où tu vois quand il y a quelques vidéos de ça, on parlait de distinction entre les power wrestlers et les chain wrestlers. Bah, quand tu es Cerudo, tu te fous de ces distinctions-là. Il est les deux, en fait. Il est capable vraiment, alors peut-être pas au niveau de Khabib en chain wrestling, mais il est capable d'exploser sur un double aussi bien que les meilleurs power wrestlers, tu vois, de l'UFC. Et en clinch, il est capable de faire des combinaisons de inside trip et puis ensuite de single leg, donc vraiment de lutte en enchaînement pur, mais comme ça, tu vois, d'instinct, tu vois, parce qu'il a une carrière de malade en lutte, donc lui, il se fout de ces catégories-là, tu vois. Et on avait vu tous ces progrès. Donc d'ailleurs, le combat qui est toujours dispo sur YouTube lors de la revanche contre Dimitrius Johnson, où là, c'était vraiment, comme tu le dis, impressionnant, où on a vu tout faire. Et c'est impressionnant parce que c'est un bon exemple contre Dimitrius Johnson, parce que Dimitrius Johnson, tu ne le mets pas au sol comme ça. Il a un super équilibre, il est très très bon en défense et en ce qu'on appelle en scrambling, quoi. Il se réceptionne bien et tout. C'est peut-être pas celui qui a la meilleure takedown de défense, mais il est dans le top. Et on voyait bien que il avait les bons réflexes, Dimitrius Johnson. Mais Cerudo, il s'adaptait tout de suite. Tu vois. Quand il ratait son inside trip, tout de suite, il passait sur un single leg et tout. Il arrivait à s'adapter comme ça, d'une technique à l'autre, et c'était impressionnant. Et surtout que Dimitrius Johnson était pour la revanche, et c'est sans doute ça qui l'a fait perdre, hein, était toujours en réaction sur la défensive. Il défendait extrêmement bien, il se relevait la plupart du temps, mais c'était jamais lui qui était à l'initiative, au contraire de Henri Cerudo, qui ne s'est jamais arrêté de tout le combat. C'est ça. Et alors là, c'est un peu la faiblesse, moi je pense, de Moraes, parce que Moraes, il n'a pas une super takedown de défense. Ouais. C'est pas qu'il est mauvais, en takedown de défense, c'est qu'il prend beaucoup de risques parce qu'il kick beaucoup, tu vois. C'est un mec qui kick beaucoup, et puis il est dans ce style un peu à la brésilienne, tu vois, d'être très agressif. Et même au sol, il va pas chercher à rétablir sa position, à prendre quelque chose de plus safe, peut-être pour se sauvegarder ou pour éviter de prendre des risques. Il va tout de suite aller partir sur une clé de jambe ou des trucs comme ça. Il va prendre des risques sur des techniques qui marchent pas tout le temps, mais c'est sa façon de faire, tu vois. C'est sa façon qu'il a de se récupérer. Lui, il va pas chercher à améliorer sa position, par exemple en grimpant avec son dos sur la cage ou des trucs comme ça. Il va passer sur des transitions en clé de jambe ou en attaque pour en fait créer un mouvement et pour pouvoir se relever. Tu vois, c'est son jeu. Mais du coup, en fait, le revers de la médaille, c'est qu'il est pas super solide sur les takedowns. En fait, il peut être amené au sol. Il va se relever, mais il peut être amené au sol. Donc ça, c'est, je pense, le point, on va dire, le gros avantage qu'a Cerudo. D'autant que Cerudo, il a très bien mixé sa lutte avec son nouveau style de striking, un peu à la karatéka. Encore une fois, c'est vraiment, c'est marrant parce que le MMA permet de réhabiliter un style qui avait une mauvaise réputation en kickboxing parce que c'était pas adapté pour le kickboxing, mais maintenant avec ces règles-là, ça ouvre d'autres perspectives. Et Cerudo, il a réussi à allier cette technique, donc tu vois, des appuis assez larges, beaucoup de feintes, quasiment de profil, avec ses entrées en takedown. Et ça marche très très bien. Il a surpris comme ça plusieurs fois Dimitrius Johnson. Il a surpris Wilson Reis en feintant takedown et en rentrant avec son bras arrière, il a décollé la tête.
Donc ça, c'est les gros avantages de Cerudo, le gros point positif. En plus du fait qu'il a une bonne boxe et qu'il a des mains assez rapides. Et alors maintenant, on va passer au pronostic classeur, les fameux pronos classeurs. Je voulais dire juste sur Moraes, vite fait, l'avantage de Moraes, c'est que très rapidement, en striking surtout, parce qu'en sol, je trouve qu'il, comme j'ai dit, il se récupère bien en étant très agressif. Et il a une très bonne guillotine. Il a un très bon truc en guillotine. Donc il pourrait peut-être éventuellement surprendre Cerudo sur cette technique si Cerudo n'est pas très prudent. Bah, faut voir, il a réussi à attraper Assunção comme ça. Bon, après, c'était tu vois, genre, parce qu'Assunção était touché. Oui, il était déjà un peu sonné, ouais. Mais il a cette capacité-là. Et la transition pour Assunção était d'ailleurs magnifique. Hein, parce que voilà, c'est ça. C'était superbe. Il est vif, quoi. Et moi, surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est son style debout. Il a vraiment, pour le coup, un style vraiment plus Muay Thai, où il a de très bons low kicks. Et ses low kicks, ses middle kicks et ses high kicks, il les arme de la même manière, donc tu sais jamais vraiment où est-ce qu'il va frapper. C'est comme ça qu'il a surpris Rivera. Il a cette technique un peu à la. Celui qui faisait ça très bien en kickboxing, c'était Peter Hertz, de cacher le champ de vision avec la main pour ensuite arriver avec le high kick. C'est un truc qu'il fait souvent, tu vois, et ça marche bien. Et donc, du coup, c'est un risque. C'est un risque parce que de son côté, Cerudo, il rentre souvent tête la première. Exactement. Et il peut éventuellement lui arriver ce qui est arrivé à Aljamain Sterling, de rentrer tête la première, de se prendre un genou dans la course. Mais moi, je visualise pas mal ce genre de truc, ouais. Ouais, d'autant qu'en plus, avec son nouveau style de karatéka, enfin, pas de karatéka, mais inspiré un peu de style de karatéka, il a les mains assez basses pour surprendre, justement. Et ça, ça te rend vulnérable au high kick, notamment. Et puis surtout, comme tu l'as dit, il est supersonique, le petit Marlon Moraes. Il faut vraiment, enfin, ça va énormément vite pour lui, donc c'est un peu ce qui me fait peur pour Cerudo, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est un énorme risque. Moi, je pense que si tu me demandes l'avis, je pense que celui qui a le plus de chances de finir l'autre, c'est Moraes. Complètement. D'ailleurs, Cerudo, de toute façon, n'a qu'un seul finish et c'était contre Wilson Rice, exactement. Tout à fait. Non, il a finish aussi contre TJ Dillashaw. Oui, pardon. S'il te plaît. Quand même. Mais, Pardon. Ouais, non, merde, quand même. Donc, du coup, non, je pense qu'il y a quand même. C'est un finisher, Moraes. Ouais. Le truc, c'est que Moraes, justement, s'il finit pas, donc il peut gagner en décision, mais je pense qu'il s'expose quand même. Surtout 5 rounds, ces 5 rounds-là, donc 5 rounds, pour moi, ça voudra dire que vraisemblablement, Cerudo aura dicté le combat comme il le souhaite. C'est ça. Alors, on sera jamais c'est typiquement un de ces combats où on sera jamais à l'abri jusqu'au 5e round. Dire, même si Cerudo fait une balade et qu'il arrive à l'amener au sol, à le contrôler et tout, il sera jamais tranquille jusqu'à ce que la cloche soit sonnée, en fait. Enfin, vraiment, il y aura toujours possibilité qu'il y ait un truc qui sorte comme ça de nulle part et que ça mette fin au combat. Ceci étant dit, et ça me fait chier parce que je suis un énorme fan de Moraes, mais je pense, mon humble avis, que stylistiquement, c'est un match-up qui avantage un poil plus Cerudo. Un poil plus Cerudo. Oh! Eh bien, Cerudo, donc, qui deviendrait un nouveau champ, si la prophétie de Polydomso se réalise, de mon côté, eh bien, je vois une victoire de Marlon Moraes, je vois un KO, et je vois un KO au premier round. Je vois un KO premier round, je pense head kick. Et... Ouais, je vois bien dans la lignée de ce qui s'est passé ces derniers temps. Ouais. Mais moi, en fait, pour être tout à fait franc, si je dis Moraes, si j'imagine Moraes gagner, je l'imagine gagner par head kick aussi. Ouais. Tu vois. Enfin, head kick et ensuite ground and pound, parce que pour coucher directement Cerudo, il faut quand même y aller. Je pense que c'est le truc qui est peut-être susceptible d'être un game changer, d'autant que Moraes fait beaucoup de low kick. Et un truc que fait Cerudo qui est dangereux, c'est sa faiblesse, que je n'avais pas parlé, mais je trouve que c'est une de ses faiblesses, c'est qu'il a tendance à se précipiter bras en avant sur les jambes pour les attraper. Dès qu'on lui envoie un low kick, pour lui c'est une ouverture, il rentre en fait. Et il rentre, il s'expose. Tu vois. Bon, il est très 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 rapide, donc c'est difficile de le choper dans la course. Mais je pense qu'il y a moyen qu'il s'expose à ça. Donc c'est vrai qu'il y a un risque. Moi après, je pense que quand même, je pense qu'il arrivera à faire jouer la lutte. Moi, je suis un peu les stratégies comme ça dangereuses. Tu cherches le finish. Oui. C'est à ce niveau-là, c'est très. Alors c'est con parce que c'est ce qui est le plus spectaculaire et c'est pour ça que j'adore Moraes parce que moi je trouve que
il lance ses techniques, tu vois, et ça passe, tu vois, genre, et c'est magnifique. Mais c'est vrai que tu t'exposes et Cejudo, il est solide. Et il est tellement solide que si tu t'exposes comme ça, il va pas te. Ouais, oui, non, entièrement d'accord, non, mais surtout que là, il a fait les ajustements nécessaires lors de ses derniers combats, mais je. Ok, bah non, mais d'accord. Tu as toujours à faire sûr, en tout cas, on est à l'abri puisque nous avons deux pronostics différents, donc voilà. Ensuite, on passe au People's Main Event, le main event du peuple, comme disent les Américains, Valentina Shevchenko, Jessica et mon cher Polydomso. J'en salive d'avance. Je crois que Non, c'était. mais on avait dit, je croyais que Polydomso avait préparé quelque chose. Non, mais je crois que c'est le combat, non, c'est le combat que j'attendais le plus. Là. Non, en vrai, pour être bon, je veux pas parce que c'est un peu mesquin, tu vois. Non, C'est- il nourrit Valentina Voilà, Shevchenko. c'est ça le truc. C'est qu'en gros, Valentina Shevchenko est très forte. Je la reconnais, hein, elle est excellente. Mais elle est dans une catégorie où il y a personne, quoi. Enfin, je veux dire, flyweight féminine, mais laisse tomber, quoi. Enfin, Personne. et Jessica Eye, alors j'ai pas son bilan sous les yeux, mais je crois qu'à un moment donné, elle devait être à 4 défaites d'affilée ou j'en sais rien. Je pensais même pas, en fait, quand ils ont annoncé le combat, qu'elle était encore à l'UFC, tu vois. Enfin, pour être tout à fait honnête. Ouais, si, Et, si, 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 elle est assez solide, mais après, moi, ce que je trouve, c'est. Enfin, oui, c'est. Ils nourrissent Valentina Shevchenko, qui est quand même, pour arriver au titre, battu Priscilla Cachoeira, qui s'est pris une des plus grosses volées de l'histoire de l'UFC, avec notre fameux arbitre le plus connu du monde, qui avait refusé de l'avoir abandonné à je sais plus trop quel round. Enfin bref, et puis ensuite, par contre, il y avait un combat un petit peu plus disputé contre Joanna Jedrzejczyk, mais c'est vrai qu'on voyait quand même clairement le différentiel de KT entre les deux. Et Johanna Jedrzejczyk qui était certes, honnêtement, brave, elle a été jusqu'à la décision, mais il n'y avait pas photo. Et là, contre Jessica, voilà, je pense que l'UFC, il continue un peu de chercher, on va dire, un finish à Valentina Shevchenko pour créer un peu C'est cette. ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est qu'en fait, Valentina Shevchenko, il y a des fans, hein, il y a des énormes fans, donc je veux pas froisser, hein, ça c'est clair. Mais comme beaucoup de gens qui combattent en contre, exclusivement en contre, bah, elle a pas beaucoup de. C'est-à-dire, si la personne en face est inactive, elle va être inactive aussi, en fait. Elle va attendre, elle va être patiente, elle va pas faire grand-chose. Et il y a des Et même moments. quand il y a la place, ouais, oui, c'est ce qui est. Non, c'est ça, il y a des moments où elle ne saisit pas et si elle peut gagner comme ça, elle gagnera comme ça, elle ne prendra pas de risque. Tu vois, et c'est vrai que ça vend pas trop, tu vois, enfin ça vend pas trop les gens qui sont. Alors c'est paradoxal, hein, je l'entends parce que c'est toujours ça le paradoxe dans ce sport, c'est que c'est un sport et à la fois un spectacle. Il faut savoir ménager la chèvre et le chou. Le problème avec Shevchenko, c'est que c'est difficile de la vendre parce que, ouais, voilà, sauf quand il y a un différentiel tel de niveau comme avec Cachoeira. Et je pense qu'avec Jessica, c'est pareil. Bon, alors cela dit, on est dans une année où il y a énormément d'upsets. Oui. Donc, Ouais, mais bon, moi, ce que je trouve, enfin, ça va être très compliqué parce que ça veut dire, tu vois, pour Jessica, il faudrait que ce soit debout. Bon, bah, debout, c'est un peu compliqué. Si c'est au sol, non, beaucoup trop compliqué non, non, pour elle. non, non. Donc, non, c'est pas un combat qui a un grand Ouais. intérêt à mes yeux. Bon, allez, hein, ma prono Valentina Shevchenko, je pense, Shevchenko, je ne vais pas y arriver par décision, je pense, tranquille. Ouais, je vais quand même lui filer le Ah ouais, le petit le TKO. TKO en round Allez, 3, allez, parce que allez, je suis généreux. allez, Polydome se régale. Et maintenant, place au People's Main Event. Pourquoi? Voilà, c'est plutôt, c'est ce qu'on va mettre en avant sur la miniature, c'est pourquoi vous allez cliquer. Le combat entre Donald Cowboy Cerrone et Tony Ferguson, El Koukoui, que Polydomso vous avez déjà teasé il y a de cela 2 semaines, même 3 semaines peut-être. Donc Cowboy qui revient après seulement 3 semaines, et sa petite guerre quand même contre Alia Quinta, où il avait nettement dominé, mais c'était quand même pris des coups. Moi, c'est ce qui m'inquiète un petit peu, parce que 3 semaines pour préparer contre un mec comme Tony Ferguson, c'est assez compliqué. Donc Tony Ferguson, ensuite je laisse la parole au Sage, qui reste donc sur 11 victoires consécutives, si je ne m'abuse, autant de victoires consécutives que Khabib Nurmagomedov, donc il poursuit son duel à distance avec Deagle, le champion. Et Tony, ouais, qui revient après tous ces problèmes extra-sportifs qu'il y avait eu, on en avait parlé sur la sueur dans le podcast et puis dans des articles. Bref, maintenant tout va bien. Il est de retour face à Cowboy qui est numéro 4 maintenant de la catégorie. Donc c'est vraiment un duel intéressant entre deux mecs qui méritent clairement. Ferguson est numéro 2, donc numéro 4, donc ils méritent clairement leur duel. Intéressant sportivement, et puis deux noms de l'UFC, donc ça fait plaisir. Alors, compliqué pour Cowboy. Compliqué, bah moi, bon, je vais pas renier ce que j'ai dit il y a Oui, quelques vidéos, quoi. Je veux dire, bon, je l'ai dit de manière un peu provocante, oui, parce que ça m'énervait, en fait, ce combat, il m'énerve. C'est un combat qui n'a pas, bon, ça a un sens. On est d'accord, c'est pas un combat qui sort de nulle part, dans les classements, c'est assez logique, mais je trouve fort de café d'infliger un autre combat à Tony Ferguson. oui.
Moi, personnellement, je serais pour qu'on lui dise bon bah t'attends et tu te prépares et tu combattras, tu vois, genre t'as plus besoin, tu vois, le mec il a 11 victoires d'affilée et tout. Je veux dire, on va lui mettre combien de contenders comme ça à la ligne. Alors, on va dire ouais, mais c'est parce qu'il était blessé. D'accord, mais bon quand même. Et aussi à chaque fois, moi, ce que j'apprécie dans ces combats-là, on verra, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un upset ou quoi que ce soit, mais c'est quand même des mecs prenables entre guillemets, parce qu'il y a eu ce combat contre Kevin Lee où c'était pour la ceinture, donc t'avais quand même, la grosse carotte. Contre Pettis, il allait avoir du show, mais on savait clairement que Tony Ferguson avait l'avantage. Et là, c'est pareil, tu vois, tu lui redonnes à nouveau quelqu'un qui est légitime, mais qui part outsider. Et si Tony Ferguson fait son combat, normalement, ça se passe bien. Et il reste un peu dans la course, parce que c'est ce qu'on dit aussi à chaque fois, c'est pas une star non plus, le petit Tony. Ouais, non, c'est clair. Non, moi je pense que effectivement, donc du coup, je vais pas renier ce que j'ai dit. Je pense que c'est un match-up qui est horrible pour Cerrone. Ouais. Cerrone, on sait vraiment ce qu'il aime pas. Ce qu'il aime pas, c'est que tu viennes lui mettre la pression d'entrée de jeu avec des techniques directes. Et même s'il a trouvé, parce que c'est un rusé, c'est un renard, le Cerrone, il a développé des techniques pour contrer ça. Notamment, il a un très bon genou en interception. Ouais. Mais ça, en fait, ça marche contre des mecs qui sont plus petits que lui, quoi. Là, le problème, c'est qu'il est contre un mec qui a globalement à peu près le même physique que lui et qui va lui mettre une pression de malade d'entrée de jeu, quoi. Ouais, ultra créatif en plus. Et le problème de Cerrone, c'est que c'est un contreur, mais c'est pas le meilleur des contreurs. C'est pas le mec qui t'éteint sur une technique de contre. C'est pas comme ça que fonctionne Cerrone. Parce qu'éventuellement, s'il avait ce truc-là, c'est pour ça que quand il y avait Anthony Pettis, c'était un match où on se disait ouais bon il a l'avantage Tony Ferguson, mais c'est tendu parce que Anthony Pettis il frappe fort, il a des bonnes techniques de contre aussi, donc il y a moyen qu'il le choque parce que c'est vrai que la défense de Tony Ferguson n'est pas ouf. Mais t'as pas peur de ça? Parce que moi, c'est ce qui me fait peur, c'est Tony Ferguson qui se fait knockdown à chaque combat, qui, pour reprendre les mots de Polydamso, perd les combats jusqu'à ce qu'il les gagne. Mais là, j'ai peur en fait qu'il y a un moment, tu vois, l'âge, les dommages et tout ce qui se passe dans quelque part qu'il le rattrape. Ça, tu peux jamais savoir. J'ai peur que ce soit ce combat-là, tu vois. C'est vraiment le facteur inconnu. Et ça, on peut pas le savoir. Honnêtement, moi, je l'exclus de l'équation parce que je ne peux pas faire un plan sur la comète en me disant bah, il va arriver avec un physique dégueulasse. Moi, je me base sur ses anciennes performances où même quand il revenait d'une blessure, même quand il revenait, il était à fond. Cette capacité de récupération, elle est exceptionnelle. Donc voilà, donc je me base là-dessus. Après, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri que le château de cartes s'effondre. Hein. Ça, c'est sûr. C'est un truc qu'il faut envisager. Moi, je pense pas que ça va se produire. Et je pense pas, encore une fois, je maintiens, je pense pas que Cerrone, il t'a la combinaison, quoi. Il te fait quitter avant de te terminer, tu vois. Et surtout que là, certes, il est invaincu depuis qu'il est père, donc 3 victoires consécutives, mais il n'a pas eu l'adversaire type contre Ned Diaz, donc celui, comme tu disais, qui, lui rentre dedans, lui met la pression et qui l'éteint complètement, mentalement et puis dans le style. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu ça. Non, parce que Yakunta n'a pas voulu rentrer. Hernandez est rentré, mais Hernandez est plus petit que lui, et à partir du moment où il s'est pris des genoux en interception, il a arrêté de rentrer. Et puis, il n'avait pas le bagage non plus. Il est resté à distance, et quand tu restes à distance contre Cerrone, bonne chance, parce qu'il est quand même super doué à ce niveau-là. Donc, Mike Perry a les limites techniques que nous connaissons. Oui, Mike Perry, il n'est pas au même niveau que Tony Ferguson et ces gens-là. Donc voilà, moi je pense, et ça ne tient qu'à moi, que normalement ça va se finir rapidement. Normalement, je pense premier round KO ou TKO par Tony Ferguson. Je pense ça, honnêtement, je pense ça. Je vais être honnête, je veux pas revenir sur ce que j'ai dit il y a quelques vidéos, quoi. Ça, c'est clair. Bon, je sais pas, je vois aussi Tony Ferguson, mais je crois quand même à un petit knockdown de l'ami Cerrone, puis qui se fera finir, je pense, à mon avis, round 2 par soumission. Mais ce qui est intéressant avec ce combat-là, c'est quand même de noter que ce ne sera qu'en 3 rounds. Donc, ouais, il y aura pas le temps de niaiser, mais d'autant plus, ce qui favorise d'autant plus Tony Ferguson. Exactement, ce fou furieux de Tony Ferguson. Peut-être un mot, parce que ça aussi, c'est vrai que... Cerrone, il a changé de camp depuis, il travaille maintenant un peu plus avec Joe Schilling. Ouais, mais en fait, je vais dire un truc qui rassure pas, mais Joe Schilling, il a le même problème. En fait, en kickboxing. Joe Schilling, pour ceux qui regardent le kickboxing, c'est un excellent kickboxer quand tu le laisses installer son style. Il a notamment des feintes, tu vois, où il lève la jambe, et il travaille beaucoup sur les feintes de front kick. Et quand
comme ça, quand il arrive à installer son jeu, il peut battre les meilleurs kickboxers du monde. Il a battu Simon Marcus, je crois qu'il l'a battu. Et il a battu en tout cas Artem Levin, ça j'en suis sûr. Donc c'est un mec, quand tu le laisses comme ça, il est capable de battre des pointures. En revanche, quand tu rentres dedans et que tu commences à transformer le truc en brawl, là, contre Isaki Kato. Isaki Kato, qui est même pas un kickboxer pro, il l'a mis KO, tu vois, comme ça, tu vois, genre en kickboxing. Tu vois, donc je sais pas. Alors, en MMA aussi, quand il s'était pris le KO de l'espace, là. En MMA, Joshini, c'est pas son sport, tu vois. Oui, non, complètement. C'est comme ça, tu vois, c'est une petite excursion avec le Bellator, mais en kickboxing, c'est vraiment son domaine, c'est un des meilleurs, tu vois, ça c'est clair. Après, je pense que c'est quelqu'un de très intelligent. Il a fait un super podcast avec Joe Rogan, pour ceux que ça intéresse, je recommande, et qui a une bonne expérience. Donc, même s'il a les mêmes défauts que Cerrone, je pense qu'il est quand même suffisamment intelligent pour les connaître, et il peut, c'est vrai, avoir un insight et apporter des choses qui peuvent être avoir beaucoup de valeur pour Cerrone. Néanmoins, je pense que c'est pas le mec. Si je devais monter un camp pour affronter Tony Ferguson, c'est peut-être pas le mec que je prendrais dans mon corner. Tu vois. Enfin, ça c'est ce que j'en pense moi. Enfin, on verra. On verra, mais c'est terrible. Ce combat, c'est terrible parce que je ne veux voir aucun des deux perdre. Parce que c'est vrai que Cerrone, j'aimerais bien quand même le voir un peu à la Michael Bisping avec au moins la ceinture avant de prendre sa retraite. Et Ferguson, s'il perd là, ce serait compliqué. C'est fini complètement. C'est fini. Moi, c'est pareil. Parce que si Ferguson perd, pour moi, il perd par KO. Et s'il perd par KO, c'est-à-dire que le physique ne suit plus. Et là, on est bon pour une fin de carrière à la Manoua. Non, c'est clair. Moi, je pense qu'à partir du moment, en plus, c'est pour ça que ça me fait chier que Tony Ferguson ait encore une obligation de recombattre. Parce que c'est un combat de moins, en fait. Moi, je pense que Ferguson, il a une barre de points de vie, tu vois, genre qui diminue de combat en combat. Et à un moment donné, quand il va commencer à perdre par KO, il n'y a pas moyen qu'il change son style. C'est un mec qui. Je pense, à mon avis, Tony Ferguson n'écoute que lui, tu vois, en plus de ça. Pour le meilleur et pour le pire. Et donc, si jamais il doit adapter son style pour changer, ce sera plus le même. Et donc, du coup. Voilà. Donc, je pense que quand même qu'il va assurer son. Affaire à suivre. Est-ce qu'on parle des autres combats? On switch directement sur la boxe. Bon, un petit point sur Petr Yan, notre ami Petr Yan, qui est la nouvelle sensation chez les Bantam. Donc les Bantamweight, cette catégorie toujours plus lourde, qu'affronte Jimmy Rivera. Et dans le même temps, sur les prélims, il y a quand même un intéressant Aljamain Sterling contre Pedro Munoz. Donc, franchement, cette carte, ça fait l'impression que tu as un mini tournoi Bantam avec tous les contenders, donc c'est assez intéressant. Donc, Petr Yan, on a un vaincu qui a 12-0, je crois. Non, je crois qu'il a une défaite en début de carrière. Voilà. Je crois qu'il l'a vengé en plus, cette défaite. Et depuis, il enchaîne, qui sort d'une très belle victoire contre John Dodson. John Dodson, jamais facile, on va dire, à manœuvrer. C'est un peu comme les linebackers où les mecs sont certes limités, mais hyper durables. Et puis, il pose une question. Et si vous arrivez à répondre, c'est que vous avez ce X-Factor-là. Et là, maintenant, qu'affronte Jimmy Rivera, donc un vrai duel entre deux mecs qui sont allés à un ou deux combats du title shot. Non, c'est clair. Bon, Rivera, il galère un peu plus parce que passé le KO contre Moraes, il a aussi eu une défaite contre Aljamain Sterling. Mais ça reste quand même un mec très bon, très complet, très efficace. Il a des bons kicks, il a une bonne lutte. Il fait tout bien, en fait, Rivera. Honnêtement, il fait tout bien. Qui a aussi battu John Dodson, d'ailleurs. Oui, il a battu John Dodson par décision unanime. Il a géré, quoi. Enfin, il gère bien. C'est un bon combattant. Il est assez intelligent dans sa façon de combattre. Il n'y a rien qui ressort particulièrement, en revanche. C'est juste, tu vois, le mec, tu sais, comme quand tu fais ta classe de personnages sur Diablo 2, tu vois, tu mets à peu près à peu près les mêmes répartitions dans chaque caractéristique. Tu vois, là, t'obtiens Rivera, quoi, tu vois, genre, c'est ça. Et de son côté, Petr Yan, je trouve qu'il apporte quelque chose vraiment, c'est assez stylé. Bon, c'est dangereux pour lui, Rivera, c'est encore une fois une montée en palier, encore une fois, il monte progressivement, il fait une bonne ascension. Mais ce qui est logique, de toute façon. Ouais, et non, clairement, là, il n'est pas rushé, tu vois, on le balance pas directement contre les faux, donc c'est plutôt pas mal. Et il a un style que j'aime beaucoup parce que c'est un pressure fighter, et moi j'adore les pressure fighters, déjà de base. Et il a un très bon jeu de jambes, il sait très bien enfermer contre l'octogone. Et puis il a ce style un peu old school, tu vois, genre de plaquer le menton, là, comme ça, et de se tenir un peu comme ça, c'est un peu comme les boxeurs à poing nu, tu vois, genre et tout. Donc c'est un truc qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Il boxe beaucoup en combinaison. Il fait de grosses combinaisons, pieds-poings, il cherche le corps et tout. Donc il a tous ces trucs qui sont en fait
des trucs en plus quand tu arrives en MMA contre des combattants qui ont certes un bon striking, mais qui n'ont pas ce petit savoir-faire en plus, tu vois, le petit truc intangible parce que ça se voit pas au premier coup d'œil, tu vois. Et donc, je sais pas, je pense qu'il. Je le donne favori contre Rivera quand même. Je le donne favori contre Rivera. Oui, même chose, je pense qu'il petite décision, je pense. Ouais, pareil, je pense. Voilà. Petite décision. Quand même, dernier point, juste pour revenir rapidement sur le Cowboy Ferguson. Toi, tu penses quoi du rapide retour de Cowboy? Parce que je me souviens que la dernière fois que c'était passé, c'était quand il y avait eu ce fameux combat Matt Brown, Jorge Masvidal, où certes il avait gagné contre Matt Brown, mais qu'ensuite contre Masvidal, il avait les séquelles du combat précédent. Il avait traîné ça avec lui, et c'est vrai que c'était très mal fini pour lui. Est-ce que tu te dis, finalement, c'est Cowboy et il continue d'être actif, d'être le parfait compagnie man, ou t'aurais aimé qu'il prenne plus de pauses? Le truc, c'est que je pense qu'il n'a pas le choix, quoi. C'est le problème. Tu l'as dit, c'est le parfait compagnie man. Et je pense que quand l'UFC toque à sa porte, maintenant il se sent lui-même, je pense, obligé d'accepter ces trucs-là. Évidemment, je pense que ce serait mieux s'il avait l'outil de négociation qui lui permettrait de dire non, bon, là on arrête les conneries, je veux 3 mois pour me préparer pour mon title shot ou 3 mois pour me préparer pour ce combat-là. La réalité, je pense, c'est qu'il ne les a pas. Et à mon avis, on a dû lui dire là, tu as l'opportunité de combattre Tony Ferguson pour un title shot, vraisemblablement. C'est ça qui se. Et il a dit je signe. Il a dit je signe parce que, honnêtement, alors c'est assez fou parce que comme Alistair Overeem, Cerrone, il aura eu, je sais pas, 3 ou 4 carrières dans une carrière, quoi. C'est-à-dire, il perd, il revient, il perd, il revient. Tu sais, c'est le film là, avec Tom Cruise, tu meurs, t'apprends et tu ressuscites et tu meurs. Oui, ça s'appelle, oui. Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow. C'est pareil. Une suite. Oui, rien ne meurt jamais longtemps à Hollywood, c'est ça qui est triste. Il faudrait parfois laisser mourir des choses. Tu vois, mais non, mais oui, le truc de Cerrone, c'est que, il est juste. En fait, c'est vrai que, évidemment, ce serait mieux. Moi, je pense que ça joue pas en sa faveur. En plus, c'est comme tu l'as dit, ça a été 5 rounds qui, certes, s'il l'a dominé, il a pris des coups, c'était contre Yakunta, il a été choqué, je crois, au 2e round ou un truc comme ça, donc c'est pas innocent. Et en plus de ça... Oui, non, c'était pas Enfin, les gens disent qu'il a marché sur Yakunta, il a dominé, mais c'était pas non plus walk in the park. Hein. Et en plus, les gens se disent, oui, mais bon, ça va, quoi, c'était il y a 2 mois, il y a le temps de récupérer. Oui. C'est ça qui se passe, c'est que tu finis ton combat et ensuite tu dois te réentraîner derrière. Ouais. Et tu refais des sparring et tu reprends des coups, tu vois. Donc en fait, la période, on va dire, où normalement tu fais plus rien et tu laisses ton cerveau récupérer, là, la période, là, elle est raccourcie, quoi. Il a peut-être eu 1 mois ou même pas 2 semaines. Mais non, c'était le 4 mai contre Ali Yakunta. Ah oui, non, alors là, laisse tomber, quoi. Donc c'est-à-dire qu'il a continué de s'entraîner. Voilà, non-stop. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. C'est pas comme, tu vois, Marais qui met KO un mec en 1 minute et complètement. Ou Johnny Walker qui a fait ça contre Michel Serkounov, tu vois. Voilà, il a fait combat contre Michel Serkounov parce que dans la foulée. Juste après avoir terminé un mec en 17 secondes. Justin Ledet, c'était voilà, exactement. Et voilà, donc du coup là ça va, il n'y a pas de problème. Là, le problème c'est qu'il a fait 5 rounds contre Yakunta, s'il te plaît. Donc chaud. Shogun Rua. Bien, alors maintenant, on va passer à l'annonce. Notre dieu sur Terre, Khabib Nurmagomedov, qui va revenir. Khabibi revient donc le 7 septembre prochain pour l'unification de la ceinture lightweight contre le champion intérimaire Dustin Poirier à Abu Dhabi. Donc un combat qui est sponsorisé par l'émirat d'Abu Dhabi, effectivement, parce que l'UFC, ça leur garantit, puisque les pay-per-view ne sont plus, c'est vraiment l'objectif de l'UFC. Là, ils ont le partenariat, le sponsorship avec Abu Dhabi, plus le deal ESPN, plus aussi pour Khabib qui va enfin combattre, on va pas dire à la maison, mais on va dire dans un environnement Khabib friendly. On peut dire ça comme ça, parce que lui, il voulait vraiment ce combat-là, que ce soit aux Émirats Arabes Unis. Donc voilà. Alors contre Dustin Poirier, va-t-il réussir à faire 27-1 c'est la question qu'on se pose tous, de toute façon. Non, moi je suis content parce que j'avais une angoisse que ce combat se fasse pas, qu'en gros il y ait une carabistouille en cours de route et que finalement ça bifurque sur une revanche irlandaise. Oui. Ouais, voilà, c'est ça, la carabistouille sauce Guirichi, tu vois, genre clairement où tu vois pas le truc arriver, tu fais ah merde. Alors, et finalement non. Du coup, c'est cool. Gros kudo à Dustin Poirier parce que toi t'as dit environnement Khabib friendly.
Moi, je dirais plus environnement hostile à Dustin Poirier. Tu vois. Honnêtement, hein, je pense que là, il part vraiment en territoire. Oui, mais après, les Émirats Arabes Unis, l'avantage, c'est que le public Non, est non, très non. calme et tout, donc ça ira. Bon, je pense qu'à partir du moment où tu as déjà combattu une fois au Brésil, tu as vu ce qu'il y avait de pur contre un Brésilien, tu as vu ce qu'il y avait de plus dur, je pense, en termes de foule. Là, ça ira. Après, c'est vrai que c'est lui qui va chercher le champion, donc c'est Ouais. normal, quelque part, ça c'est clair. Moi, je suis content, c'est un très bon combat. On en a déjà parlé, Dustin Poirier, il apporte des trucs super intéressants. Il s'est raffiné sur ses derniers combats, il s'est amélioré grandement. Ouais. Et il a perdu cette habitude qu'il avait de brawler, de rentrer en ligne droite et de ressortir en ligne droite dès que ça sentait le rouchiche. Maintenant, il a un savoir-faire un peu plus poli, tu vois, notamment au niveau de sa défense. Il a un truc, tu sais, shoulder roll, tu vois, avec son Exactement. crâne. L'avantage aussi, mine de rien, de Dustin Poirier, c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, c'est un avantage, c'est que toutes ces défaites, ça a quand même été des violents rappels à l'ordre, tu vois. Ouais. Et donc, tu ne pouvais qu'en tirer les leçons parce qu'il reste, somme toute, assez jeune, puisqu'il a 29 ou 30 ans, le même âge que Khabib, donc tout se passe bien pour lui. Non, bah ouais, non, c'est clair, il a bien appris et il s'est transformé en un combattant très intéressant. Je te dis, c'est marrant, il combat en gaucher, il fait du shoulder roll en gaucher. Moi, à chaque fois, waouh, c'est un truc que tu n'as pas l'habitude de voir. Et ça me fait penser à Paul Spadarofa, qui était un boxeur qui faisait ça aussi en gaucher et tout. Donc, petit renvoi à un autre mec. Après, c'est Khabib. Pareil, on parlait de Tony Ferguson qui est tout le temps prêt. Je pense que Khabib sera tout le temps prêt. Même si ça fait un moment. Parce que Ouais, ça fera ça fera 11 mois. Ouais. ça fera 11 mois. Et c'est à la sortie. Ouais, ça fera 11 mois, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, du coup, mais je pense qu'il sera prêt physiquement, il sera affûté. D'ailleurs, là, il est rentré, je crois, hier dans son camp d'entraînement. Oui, c'est ça, oui, ou là, oui, dans les derniers jours. Oui. Donc voilà, il sera prêt. Et l'avantage aussi, d'autant plus près et c'est pareil pour Dustin Poirier, c'est ça qui est bien pour les deux, c'est qu'ils ont vraiment eu le temps de préparer ce combat-là. Parce que grosso modo, depuis mars, ils savent qu'ils vont s'affronter tous les deux, puisque là, on savait qu'il allait avoir l'UFC Abu Dhabi. Habib avait dit, je veux revenir ici. Dustin Poirier avait dit, location send. Donc bref, les mecs savaient qu'ils allaient s'affronter. Donc les deux ont clairement eu le temps de se préparer pour l'adversaire. Non, c'est clair. Bon, l'avantage qu'a Khabib sur Dustin Poirier, au-delà de la lutte et de tout ce qu'il apporte sur la table, on ne va pas refaire l'analyse de Khabib, on en a beaucoup parlé. Mais l'avantage, c'est que Dustin Poirier, c'est un combattant qui est très documenté. Il y a beaucoup de vidéos de lui, il a fait beaucoup de combats à l'UFC, donc tout est disponible. Tout se voit très vite. Et même s'il s'est beaucoup amélioré, il y a encore des failles, il y a encore des défauts. Et il a déjà perdu. Donc c'est très confortable de rencontrer quelqu'un qui a déjà perdu. Tu te dis, bon, bah, il y a d'autres qui ont réussi à moi. Tu sais, psychologiquement et tout, c'est pas mal, tu vois. Et en revanche, Khabib, c'est le juggernaut, quoi. Enfin, il a celui qui va réussir à l'étrier. Il faudrait qu'il ait un sang-froid de ouf, en fait. Ah, mais j'espère un sang-froid de ouf de Dustin Poirier, vraiment qui va jouer le coup du mec qui n'a rien à perdre, tu vois. Parce qu'à chaque fois, on a ce côté, les mecs ont l'appréhension. Et j'espère que lui, il aura vraiment cette mentalité de OK, bah, c'est ma chance ou jamais. Et enfin, tu vois que t'es un mec qui n'est pas cette espèce de peur, quand même. Conor McGregor, l'homme dont on ne doit pas prononcer le nom, n'a pas su éviter. Ouais, non, c'est clair. Bon, après, il y a des trucs qui vont à la faveur de Dustin Poirier, c'est qu'il y a eu des combats très très durs récemment. Et à mon avis, ça l'a. Parce que quand tu vois la succession Gaethje, Alvarez et Holloway, tout le temps des guerres, tout le temps des combats où il a dû puiser au fond de lui-même. Même s'il gagnait, il a dû puiser, chercher le champion qui est en lui, tu vois. Mais ça, je sais que, à mon avis, je pense qu'il n'aura pas d'appréhension à ce niveau-là sur lui-même, tu vois. Et surtout, à chaque fois, des mecs qui apportaient quelque chose de différent. Ça aussi, et des mecs qui, bon, à part Alvarez qui est parti maintenant, mais qui sont. Non, bah, il est parti. Oui, non, il est au One FC, oui. Le One FC, je veux dire, il n'est plus dans le. Bien sûr, dans le jeu la course au titre. Mais Gaethje, maintenant, pareil, c'est un contender ultra légitime. Et bon, Holloway reste Holloway. Donc voilà, je pense qu'au niveau de l'avantage qu'a Poirier sur Khabib, c'est qu'il a eu des grosses oppositions à intervalles réguliers jusqu'à ce combat. Donc ça, c'est génial parce qu'il a passé beaucoup de temps dans l'octogone et il a dû chercher, s'adapter, trouver des solutions et pas abandonner. Donc c'est un combat qui, à mon avis, va tenir si Dustin Poirier se fait pas terminer. C'est un combat qui sera, tu vois, genre tendu,
jusqu'à la fin, tu vois. Ça, Oui, ça et je puis- suis persuadé, quoi. et d'autant plus qu'il a, c'est la lutte américaine, une certaine expérience de ce côté-là, ce qui n'est tout de Et, même et, pas négligeable. et le truc qu'il a aussi, c'est qu'il a de bonnes défenses en Dark Oui, Choke et en exactement. Guillotine. Ouais. Je pense que c'est un farnard Oui, Khabib, il ne oui, s'est pas chopé par ça, mais quand même, c'est toujours quand un petit même. truc en plus. On en parlera en tout cas un petit peu plus avec Rust dans les prochaines semaines. Maintenant, on va passer à la boxe. Et oui, ça ne s'arrête pas puisque Anthony Joshua, donc Andy Ruiz qui a perdu contre Andy Ruiz à la 7e reprise. Et là, ça y est, la revanche est signée. Eddie Hearn a activé l'option, évidemment, ceux qui en doutaient. La revanche qui se fera entre novembre et décembre au Royaume-Uni. Oui, mais on sait qu'Andy Ruiz veut la revanche au Mexique, mais clairement, ça n'a aucune chance d'arriver au Mexique. Voilà, donc ça se fera au Royaume-Uni. Mon cher Polydomso, alors est-ce que toi, qu'en penses-tu? Parce que c'est vrai qu'on n'avait pas eu ton avis. Sur le combat, moi Ouais. j'ai trouvé que c'était pas un super combat. Bon, ouais, c'est un très bon combat. Ouais. J'ai été surpris, comme tout le monde. Je vais pas du tout jouer le coup de Non, Ah ouais, je non. l'avais vu venir. Non, 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 on non, savait non. tous que Ruiz était bon, mais il restait outsider dans tous C'est les cas. ça, c'est que Ruiz, c'est un boxeur qui est très compétent, qui, on peut faire l'argument, n'avait pas perdu. Oui, Parce que complètement. bon, son combat contre Parker, je vous invite à le regarder, mais c'est très tendu, quoi. C'est Oui, très. complètement. Bon. Et puis, Disons que si ça se joue pas en Nouvelle-Zélande, ah c'est oui, pas oui, comme ça. largement, largement. Et en plus de ça, je crois qu'il a le même âge qu'Anthony Joshua, Ouais, complètement. Ruiz. Et il a plus de combats en pro, et il a, je sais pas, une centaine de combats en Oui, amateur. je crois qu'il est à 125,5 ou quelque chose comme ça, Donc, oui. donc il a une énorme expérience. C'est un mec qui, à mon avis, a dû voir tous les profils, tous les types de combattants. Il n'a pas de coups. C'est un mec qui physiquement n'a pas de coups et qui a une grosse tête. Donc du coup, il a un menton Lafarge, quoi. Enfin, je ne sais pas comment le dire autrement. Il est très complet. Je sais pas, il boxe super bien. En fait, le seul truc je pense qu'il y a eu une erreur de casting, en fait. Mhm. Honnêtement, c'est que les gens se sont dit, on va trouver un journeyman pour remplacer Jared Miller. On va prendre Andy Ruiz, mais Andy Ruiz, c'est pas un journeyman, quoi. Si tu penses que c'est un journeyman, c'est que tu t'es planté quelque part dans le script. 105,5, voilà, C'est 105,5 en amateur. c'est ça, c'est que c'est un mec qui, honnêtement, en fait, c'est là où tu te rends compte que la boxe est beaucoup dictée par des intérêts autres que la boxe. C'est dicté aussi par des intérêts marketing, vendre un combattant. Et en fait, c'est terrible ce que je vais dire, mais si Andy Ruiz n'avait pas la gueule et le physique qu'il a aujourd'hui, bah, il serait considéré comme un des meilleurs et un des top 10. Enfin, tu vois, genre un des gars vraiment dans le top 5 et tout. Le seul truc Ouais. qui a joué à sa défaveur, c'est juste qu'il n'a pas une gueule que tu peux vendre facilement, tu vois. En tout cas, pas internationalement, comme Joshua qui a une belle gueule, tablette de chocolate et tout, tu vois. C'est un peu plus compliqué, tu vois. Mais en fait, c'est quand même un mec super légitime, tu vois. Et donc, l'erreur qui a été faite, c'était de prendre ce combat un peu comme ça, en se disant, Oui, bon, oui. ça va. Après, Joshua, je n'ai pas trouvé qu'il l'avait pris à la légère. Moi, ce qui m'a surtout inquiété, on l'avait dit en off par téléphone, mon chapeau de fou. Non, 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 je ne vais pas dévoiler le numéro de téléphone de Polydomso. Non, non. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a inquiété, c'est vraiment chez Joshua, c'est ce côté. À chaque fois, tu vois, ce côté. Dès que je touche mon adversaire ou que je sens qu'il est que je suis proche de le finir, j'arrête d'être précautionneux, j'arrête d'abandonner vraiment ce côté, t'es en poids lourd et finalement ça se peut terminer en un coup. Et il a répété les erreurs qu'il y avait eu contre Dillian Whyte, contre Klitschko, et sauf que cette fois, il a jamais su recouvrer ses esprits suite à ça. Il faut dire que les deux crochets qu'il prend là Oui. dans la séquence d'accélération, honnêtement, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à dire qu'il n'avait pas un très bon menton. Franchement, moi, j'en sais rien. Je peux pas savoir. Je Non, sais mais juste surtout que quand tu te le prends derrière là, après voilà, tu flippes et tu les deux crochets qui s'est pris genre à 2 secondes d'affilée, en plus en mouvement contraire, c'est-à-dire lui il lance son coup, lui l'autre il lance son coup, donc ça fait, enfin tu sais, c'est des deux forces qui se télescopent. Il a pris 2 coups comme ça, laisse tomber. Je pense que n'importe qui se serait pris les mêmes, se serait effondré, tu vois, à ce niveau-là. Après c'est vrai, il a ce côté-là quand il sent qu'il a son adversaire blessé, il accélère. Il prend des risques. C'est pour ça qu'il y a des gens qui l'aiment aussi. C'est parce qu'il a ce côté. Il va pas gérer. Tu vois, il aurait pu gérer le troisième round comme ça. Il gagne le knockdown, il gagne son round en 18 et puis il gagne tous les rounds comme ça, tranquille. Surtout qu'au début du combat, les 2 premiers rounds, il les gère quand même. Il les J'ai gère, trouvé. mais pas facilement. Moi, honnêtement, j'étais pas super convaincu par sa façon, son approche au début. Je trouve qu'il Je trouvais y qu'il avait gérait son job tranquille.
Ah ouais, je sais pas. Moi, j'étais pas convaincu. Je trouve qu'il faisait du Larry Holmes, sauf qu'il n'a pas le jab de Larry Holmes, il n'a pas les déplacements de Larry Holmes. Donc c'est un peu compliqué, tu vois. Et au-delà de ça, il lui est arrivé ce qui arrive à beaucoup de boxeurs qui sont très grands et très imposants physiquement, c'est que quand ils combattent des gens qui sont petits, ça marche très bien quand tu es au bout de ta distance et que tu te tiens à peu près à la même hauteur que lui parce que tu arrives à le maintenir à distance. Mais quand tu rentres à mi-distance et que tu Complètement vers le bas. Ouais. tapes vers le bas, non seulement tu sacrifies ton allonge, mais en plus de ça, tu te découvres. Parce que tu tapes vers le bas, ton épaule est engagée vers le bas. Tu vois. Et c'est pour ça, les deux crochets qui se font, c'est pour ça. Hein, c'est parce qu'il tape vers le bas et que d'habitude, il a quand même une relativement bonne défense. Tu vois, quand il tape, il est très académique, il se protège bien, tu vois, à ce niveau-là. Là, il était vraiment les bras, tu vois, comme ça. Il s'est pris 2 fois le crochet parce qu'il avait les bras trop bas, parce qu'il se dit, il n'a pas l'habitude de rencontrer des mecs comme ça qui lui rentrent dedans, de petite taille, tu vois, genre comme ça. On peut aussi noter ses déplacements vers l'arrière, toujours aussi. Bon. Bah alors, bon, là pour le coup, je vais faire un peu. Ouais, je l'avais déjà dit, ça, tu vois, genre, mais bon, c'est un des gros défauts En fait, le problème d'Anthony Joshua, c'est qu'il a des défauts qui sont énormes, mais qui ne sautent pas aux yeux comme ça au premier coup d'œil. Il peut compenser par le mec, c'est Hulk, voilà. C'est ça, voilà. En plus, il te touche, donc la plupart des gens vont se prendre un coup, vont se dire, oh putain, je rentre pas, tu vois, genre. Exactement. Et c'est vrai, tu vois, mais il a quand même des énormes défauts. Je trouve qu'il est très statique, il est très droit, il se tient droit, tu vois, genre quand il n'est pas rentré, il se protège pas trop derrière les épaules, même si tu vois, il a une garde haute, mais tu vois, il se tient très droit, donc il n'y a pas vraiment de surprise, t'as pas besoin d'aller chercher, tu vois, genre c'est pas un mec qui va faire des mouvements de tête et tout. Et en termes de déplacement, ouais, il est trop linéaire. Et c'est vrai que passer le 3e round, à chaque fois que Andy Ruiz accélérait, il rentrait juste en ligne droite et en fait il rentrait, il arrivait à couper le pas en fait sous Anthony Joshua. Donc c'est vrai que bon, c'est un combat qui pour moi est révélateur de faiblesse qui existait déjà avant. Après, est-ce que ça veut dire que la carrière d'Anthony Joshua est terminée? Il est fini, c'est fini pour lui. Je pense pas. Au-delà de son talent, parce que je pense honnêtement qu'il a du talent et que c'est un mec qui a de grosses qualités. Oui. Et bon, voilà, quoi, il a perdu contre un très bon boxeur, donc il n'y a pas de. Non, et puis surtout que la revanche va être gérée très très tranquillement, je pense. Ça va faire un petit peu de ça en mode, à mon avis, tu vois Parker Joshua. Dans le sens où petit arbitrage maison assez favorable parce que je pense qu'ils pourront pas justement le laisser aussi dans tous ces clinches et dans tout ce que, à mon avis, peut-être que Joshua s'attendait pas non plus à ça. Enfin, vraiment, il va réussir à nullifier, enfin enlever une grosse partie de la boxe de Ruiz là-dessus et puis qui va avoir le temps de faire. En vrai, je pense que si Joshua développe une stratégie et un game plan pour Andy Ruiz, il peut le gérer, tu vois. Il peut le gérer, c'est pas impossible. Et en fait, c'est marrant, je renvoie à Box Attitude, qui a fait une super vidéo voilà. qui nous a fait un big up d'ailleurs, donc retour d'ascenseur et chapeau. Il nous fait de nombreux big up. Ah non, c'est super sympa et c'est très cool. Et confraternellement, hein, je dis, allez voir ses vidéos, il fait un travail régulier de ouf. Et bon, ouais, ça, je vais pas faire l'hôpital, tu vois, genre en gros, genre. C'est comme si genre la grenouille faisait un compliment au bœuf, tu vois, non, parce qu'il est là avant nous en fait. Et il a plus d'abonnés, mais quand même, on renvoie le truc. Et il avait dit un truc qui était très juste, moi je trouve, dans sa vidéo, c'est que Joshua, il peut développer un style à la Klitschko. Tu vois. Il a la physiologie et à peu près les mêmes qualités physiques et même pugilistiques. Il peut les développer qu'un Klitschko, c'est-à-dire même avec un menton qui serait éventuellement fragile, s'il arrive à avoir l'intelligence de bien travailler derrière son jab, d'apprendre à clincher efficacement, accrocher efficacement, à faire peser son poids et tout, bah, il peut nullifier le jeu de beaucoup de boxeurs, dont Andy Ruiz. Surtout que Klitschko, rappelons-le, c'est quand même ses terribles défaites, enfin c'est quand il a eu des grosses défaites qu'il a vraiment eu ce style, certes un petit peu, même beaucoup moins spectaculaire, mais beaucoup plus stratège, qui lui a permis de régner ensuite pendant être quasiment 10 piges sur la boxe. Donc voilà, après, c'est vrai que pour Joshua, peut-être que ce serait plus compliqué parce que c'est vrai qu'il y a toutes ces rumeurs sur le fait qu'il se serait pris un KO avec son père qui était, enfin en sparring avec son père qui était pas content, tout ça. Mais c'est vrai que Joshua, il y a aussi au-delà de ce que n'était pas Klitschko, c'est que ça reste vraiment une superstar. Le mec remplit des stades, c'est un aimant à sponsor. Donc c'est vrai qu'il se transforme finalement en combattant beaucoup plus stratège et pas machine à KO comme il est vendu. Peut-être que là, ça poserait des problèmes au-delà de sa carrière. Ouais, je pense pas, parce que on arrivera toujours à trouver des mecs qui tombent en KO contre lui, même s'il développe une stratégie, on va dire, conservatrice.
dans son style. Moi, je pense au contraire qu'il faut qu'il développe un style comme ça parce que il est dans cette position où il peut capitaliser un max sur sa position et faire plein d'argent. Et c'est quand même le but quand tu es boxeur professionnel. Honnêtement, on va pas se le cacher, tu vois. Et donc, du coup, faut qu'il ait une carrière longue. Non, mais surtout que là, beaucoup oublient que c'est lui qui a quand même envoyé au tapis en première Ruiz. Enfin, ça aussi. Non, c'est clair, c'est clair. Et en plus, Andy Ruiz, je crois qu'il n'avait jamais été mis knockdown. Oui, c'était le premier knockdown complètement. Et moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour la boxe, cette défaite-là, parce qu'à mon avis, ça va accélérer un petit peu, ça va accélérer beaucoup de choses, parce que comme Anthony Joshua, qui est la plus grosse star des trois entre Wilder, Fury et lui-même, qui avait ce côté à chaque fois, c'est lui le A-side, donc c'est lui qui mène les négociations avec Wilder, qui dit je te propose tant, ou avec Fury je te propose tant, et qui font que les mecs disent non, je peux avoir 20 millions en affrontant par exemple Schwartz pour ESPN, ou Wilder qui dit je peux aussi me faire 20 millions en prenant Brésil, alors que toi je vais me faire 7 millions et c'est le combat le plus difficile de ma carrière. Là, Joshua, après la revanche qu'il devrait vraisemblablement gagner, il va être obligé d'accélérer parce qu'il aura quelque part perdu toute son année 2019. Et donc direct, je pense qu'en 2020, il devra soit prendre Wilder, soit prendre Fury pour après cette année quasi blanche. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose parce que j'espère que fin 2020, on devrait avoir clairement, tu vois, un taulier parmi tous ces mecs-là. Après, on n'est pas à l'abri de surprise quand même, parce que Wilder prend Ortiz en revanche, c'est pas un combat facile, pas du tout, pour ceux qui ont vu le premier match. Et en plus de ça, Ortiz avait des gros soucis de santé avant le brawl, c'est ce qui se dit, Tyson Fury aussi avec sa pharmacie. Oui, c'est ça. Non, c'est Tyson Fury qui disait ça. Je ne sais plus dans quelle interview, il disait que Luis Ortiz, il a des problèmes de. Il est quand même assez âgé dans sa carrière et il est assez avancé. Il a des problèmes c'est quoi hypertension artérielle. Surtout que on va pas jouer théorie du complot, mais officiellement, il a 41 ans. Bon, ça reste un excellent boxeur en tout cas. Complètement. Pas facile pour Wilder parce que c'est un bon counter-puncher contre Wilder qui s'expose quand même beaucoup, même s'il a le feu dans les mains, ça c'est clair. C'est toujours dangereux, quoi. C'est toujours dangereux. Donc on n'est pas à l'abri d'une autre surprise, ça c'est clair. Et pour les problèmes de pharmacie, c'est pas un manque de respect à Louis Ortiz. D'ailleurs, quand on avait fait le podcast prévu, on avait dit tout le bien qu'on pensait de lui. On pensait même qu'il a gagné contre Wilder. C'est juste qu'il a été pris plusieurs fois pour dopage. À chaque fois, il est revenu 3 semaines, 1 mois juste après. Donc voilà, c'était petite pique, voilà, comme ça. Et donc là, oui, pour le combat Ruiz-Joshua, on voit fleurir partout sur Internet. Oui, ce combat est truqué. Regardez comment Joshua est. Je regardais pourquoi est-ce que Joshua, juste après le combat, souriait. Bon, sérieusement, le combat ne peut pas être truqué. Il aurait été truqué si Ruiz, par exemple, avait perdu, on va dire, il aurait pu, ça aurait pu se défendre si Ruiz avait perdu par KO quasiment Phantom Punch imaginaire au premier round, mais là, aussi, ensuite je laisse Polydomso répondre, c'est vrai que ne serait-ce que quand on regarde les scorecards, une fois qu'il y a eu le stoppage, il y avait un juge qui mettait Joshua gagnant. Donc ne serait-ce que ça sur les 3 juges, à chaque fois il menait d'1 point Ruiz et il y en a un qui a mis 1 point en plus en faveur de Joshua. Rien que ça ne peut que vous faire dire, ok, effectivement, ce n'était pas truqué. Non, et puis bon, je veux dire, quel était l'intérêt de... Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui profite du complot, quoi. Donc je veux bien. Joshua qui a parié sur lui-même pour perdre. C'est ça. C'est tellement dans l'avantage de Joshua de faire de risquer son prestige et de risquer tout, tu vois, genre sur un coup de poker comme ça. En plus, il fait entre 25 millions et 32. Voilà. Joshua, c'est quand même un mec qui gagne beaucoup d'argent et tout. Il n'a pas besoin de faire ça. Honnêtement, il n'y a pas de raison que ce soit truqué. Il n'y a pas de. Je veux dire, on peut imaginer tout ce qu'on peut imaginer. C'est clair qu'on n'est jamais certain à 100%. On peut toujours avoir des théories comme ça là-dessus. Mais le problème, c'est que c'est pas réfutable, quoi. Si tu me dis, ouais, c'est truqué, je peux pas t'apporter la preuve. C'est infalsifiable, comme dirait Karl Popper. Tu vois, et ça, le problème, c'est que, à un moment donné, il faut quand même prendre, de toutes les théories, il faut quand même prendre la plus vraisemblable. La plus vraisemblable, c'est qu'il s'est fait rouster par un boxeur qui était meilleur que lui. Non, mais complètement. Même, tu vois, genre, c'est tout. Surtout que ça n'aurait aucun sens, là. Par exemple, les combats où on peut dire c'est truqué, où là, ça fait sens, c'est Canelo contre Triple G, numéro 1. Parce que là, Canelo... Non, attends. Oui. Pour rentrer dans un truc un peu plus politique. Là, je vais pas me faire des copains, parce que moi, c'est un truc... pour reprendre un exemple de la boxe,
vraiment qui est cité à multiples reprises, c'est le combat de revanche contre Sonny Liston avec Mohamed Ali. Oh non, non, ça y est. Oui, oui, oui. Non, mais pourquoi? Bon, Mohamed Ali, il a gagné le premier combat, il n'y a pas de souci et tout. Mais Sonny Liston, c'est un excellent boxeur. C'est peut-être pour moi, honnêtement, je top 10 des poids lourds de tous les temps. Si vous ne connaissez pas, regardez ses vidéos. Il avait probablement un des meilleurs jabs. Il pouvait mettre KO sur un jab. Il avait une allonge d'enfoiré, alors qu'il faisait 1m83, mais il avait la plus grande allonge de la catégorie. Il avait des points. Et il a fallu faire des gants spéciaux pour ses points. Enfin bref. C'est un monstre, le mec. Il faisait peur à tout le monde. Il a mis une trempe à Floyd Patterson en 2 minutes. Enfin bref, donc une machine. Sauf qu'il était détesté, ce mec. Il était détesté. Tout le monde haïssait. Genre, mais vraiment, tout le monde. Et en plus, c'était un mec qui était vraiment dans la main de la mafia. Tu vois. Il était dans la main de Palermo et de tous ces mecs-là. Tu vois, genre, et donc, du coup, bon, bah. Là, ok, là, il y a des grosses raisons de suspecter que, bon, peut-être il y a eu des pressions pour qu'il soit pas super combatif. Je dis pas qu'il a vendu totalement le combat, mais peut-être il s'est dit, bon, vas-y, je laisse pisser sur ce knockdown et tout, et puis voilà. Oui, mais là, économiquement, comme d'un point de vue marketing, ça fait sens. Ça fait sens parce que personne ne voulait qu'il soit champion. Le truc, c'est qu'Anthony Joshua, c'est vraiment la superstar que tout le monde veut nous vendre. Donc ça n'a aucun sens. Surtout que c'était Joshua le Hayside, Matchroom Boxing, donc son promoteur qui organisait le combat. Enfin, clairement, non, il n'y a aucun sens à faire perdre sa poule aux heures. Surtout que l'objectif, c'était de remporter ce combat-là assez rapidement, de manière plus ou moins impressionnante, pour faire pression sur Wilder et Fury, pour qu'il y ait le combat qui arrive le plus rapidement possible. Donc là, pour eux, certes, ils vont faire de l'argent avec la revanche, mais ça n'a rien à voir avec l'argent qu'ils auraient fait avec un Joshua versus Wilder. Non, mais non, je te dis, ça fait pas sens. Et pour les gens qui disent oui, mais il n'avait pas l'air normal, il avait il y a des jours sans déjà, hein, on n'est pas tout le temps à 100%. Je pense qu'il s'était préparé mentalement pour combattre Jarred Miller et que finalement tomber sur un mec avec qui il n'a pas d'histoire, rien. Genre Andy Ruiz, c'est un mec sympa en plus de ça, donc. Oui, ça aussi, ça a dû être un peu déstabilisant pour lui, un petit mec qui était trop mignon là à chaque fois, avec le smile et tout. Jarred Miller, il voulait lui arracher la tête, tu vois. Lui, bon, tu vois, donc il n'est peut-être pas parti comme ça en se disant, ouais, tu vois, genre. Et donc, du coup, il y a des jours sans, et bon, il sourit et tout, mais ça, moi, je pense que c'est plus pour se convaincre, hein, tu vois. C'est un peu genre, tu prends, tu sais, regarde, ce que font tous les combattants, dans tous les sports de combat confondus, MMA, Muay Thai, kickboxing, boxe, dès qu'ils prennent un coup fort, premier réflexe qu'ils font, c'est ils sourient à leur adversaire. C'est pour dire, ah, tu crois que tu m'as touché, mais en fait, non. Mais en fait, c'est de la psychologie inversée, tu vois. C'est juste, putain, tu m'as bien touché, enfoiré. Ça fait mal, mais je vais pas te le montrer, regarde, je souris, tu vois. Ouais. Mais ça, il a fait un peu pareil sur le premier knockdown. Sur les autres knockdowns, il ne le faisait pas. Il souriait pas. Je pense qu'il était en mode déconnecté, tu vois. Non, c'était plus sur l'après-combat où les gens ils étaient là, bah, c'est un scandale qu'il soit pas plus en colère. Bah, je pense aussi que le mec est fair play, il sait clairement qu'il s'est fait battre sur le combat et qu'il n'y avait pas photo. Je vois pas ce qu'il aurait pu dire. Hein. Dire ouais, c'est un scandale, il m'a mis knockdown, vous vous rendez compte? Non, ça fait pas sens, quoi. Ouais, il s'est pas laissé battre. Genre, oui. Non, je pense au contraire, moi j'ai trouvé bon. Il était dégoûté, je pense, mais classieux, tu vois. Mais surtout qu'il l'a dit, je veux la revanche, je vais le démonter, voilà. Mais là, ce soir, le mec était le meilleur homme. Effectivement, bah, tu regardes le combat, oui, ils étaient meilleurs, donc voilà. Ça ne sert à rien de toujours avoir des théories non. Comme ça. Bon. Allez, en Polydomso, pour finir, la Terre est-elle vraiment ronde? Il faut demander à Eddie Bravo et à Cron Gracier, tu vois. Ils ont un peu plus de données que nous sur cette question-là. Plus de bagages que nous. Enfin voilà, je pense qu'on a fait le tour, oui. Ouais, il me semble. Hein. Bah ouais. Bah allez, à la prochaine, mon cher Polydomso. Prochaine. Soit.